Je n'arrive pas à respirer. Calme-toi, calme-toi, respire doucement. Je suis là. La plaine de Charente-Maritime, 1863. Le baron André de Montaigne marchait seul à l'arrière de son domaine quand un cri déchirant fendit le silence de la nuit. Je n'arrive pas à respirer. La voix venait du hangar abandonné où personne n'aurait dû se trouver. Le cœur battant, André poussa la porte grinçante. Dans le coin le plus sombre, quelque chose bougeait sous un épais drap. Quand il tira le tissu, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Là se trouvait Solange, couverte d'hématomes, les poignets marqués par des cordes, tremblante de terreur. Mais elle n'était pas là par hasard, et l'homme qui la voulait morte ne se reposerait pas avant de la faire taire pour toujours. Ceci est une histoire de courage insensé, de secrets mortels, et d'un choix qui allait changer deux destins à jamais. À vous qui regardez ou écoutez simplement cette histoire, dites-moi dans les commentaires où vous vous trouvez en ce moment. À la maison, au travail, en train de faire du crochet, de coudre, dans le bus. J'aime lire vos commentaires, car vous êtes très importants pour moi. Si vous aimez l'histoire, n'oubliez pas de laisser un j'aime. C'est ma plus grande récompense pour chaque histoire. Le vent portait l'odeur lourde de la canne à sucre coupée, mêlée à la sueur de ceux qui travaillaient sous le soleil implacable de la région. Le domaine Sainte-Hélène était connu à des lieues à la ronde comme l'un des plus productifs de la région, mais aussi comme une anomalie. Son propriétaire, le baron André de Montaigne, avait une réputation controversée parmi ses pairs. À 32 ans, éduqué à Paris, il était revenu dans la colonie avec des idées que beaucoup considéraient dangereuses. Il s'exprimait contre les châtiments sévères, permettait aux familles de rester unies, était même allé jusqu'à affranchir certains esclaves dans son testament. Les autres barons le traitaient de naïf, certains de traître à sa propre classe. Mais André n'était pas naïf, il était tourmenté. Il voyait la contradiction quotidienne entre ses idéaux européens et la réalité brutale de l'Empire. Il savait que son domaine fonctionnait avec du travail forcé, que sa richesse était entachée de sang, et cette conscience le rongeait de l'intérieur. C'est pourquoi il rôdait sur la propriété au crépuscule, comme si surveiller personnellement les conditions pouvait soulager le poids sur sa conscience. Cette nuit de mai, le ciel était teinté de pourpre lorsqu'André vérifia les derniers hangars. Tout semblait normal. Les travailleurs avaient déjà été ramenés, les contremaîtres s'étaient retirés. Le domaine respirait cette quiétude tendue qui précède la nuit. C'est alors qu'il entendit un gémissement, faible, étouffé, venant du vieux hangar inutilisé depuis des années. André s'arrêta, tous ses muscles tendus. Sa première pensée fut des brigands, chose courante dans les domaines isolés. Mais il y avait quelque chose dans le son qui ne collait pas. C'était du désespoir pur, viscéral, humain. Il s'approcha lentement, la main serrant la poignée de sa canne. La porte était entr'ouverte, grinçant légèrement avec le vent. À l'intérieur, l'obscurité était presque solide, sentant le moisi et le bois pourri. « Je n'arrive pas à respirer. » Le cri vint comme un coup de poing, une voix de femme rauque, terrifiée. André n'hésita pas. Il entra en courant, trébuchant sur des outils abandonnés, ses yeux luttant pour s'ajuster à la pénombre. « Où êtes-vous? Répondez !» Un sanglot étouffé guida ses pas jusqu'au coin le plus éloigné. Il y avait une silhouette couverte par un sac de jute, le genre utilisé pour protéger les sacs de café. Le tissu bougeait au rythme de respiration rapide, désespéré. André s'agenouilla et tira brusquement le drap. Ce qu'il vit glaça son sang. Une jeune femme noire était recroquevillée contre le mur, les yeux écarquillés de terreur pure. Son visage était défiguré par des hématomes violets et jaunâtres. Ses lèvres gercées saignaient, et il y avait une coupure profonde au-dessus de son sourcil. Mais le pire était ses poignets et ses chevilles, des marques rouges et enflammées de cordes serrées trop fort, trop longtemps. Elle avait été ligotée comme un animal destiné à l'abattage. Leurs yeux se rencontrèrent. À ce moment-là, André vit quelque chose qui le ferait agir contre tout instinct de conservation. Il vit une personne absolument convaincue qu'elle était sur le point de mourir. « S'il vous plaît », murmura-t-elle la voix brisée, « s'il vous plaît, tuez-moi vite !»
André sentit comme si l'air lui avait été arraché des poumons. « Je ne vous ferai pas de mal. Mon nom est André. Ceci est mon domaine. Vous êtes en sécurité. » Elle secoua faiblement la tête, des larmes traçant des sillons dans la saleté de son visage. « Personne n'est en sécurité. Il me trouvera, et quand il me trouvera, il me fera payer pour chaque heure perdue. »« Qui ?» demanda André, mais une partie de lui connaissait déjà la réponse. Le baron Guillaume de Valois. Le nom tomba entre eux comme une sentence de mort. Guillaume de Valois était le voisin d'André, propriétaire du domaine Belle-Espérance, un homme connu pour 3 choses, sa richesse obscène, sa cruauté légendaire et ses connexions politiques qui atteignaient la cour à Paris. Croiser Guillaume était un suicide social, l'affronter directement était un suicide littéral. « Qu'avez-vous fait ?» demanda André, bien que la question sonnât faux au moment où elle sortit de sa bouche. Cette femme n'avait clairement rien fait, sinon exister au mauvais endroit au mauvais moment. Elle l'étudia longuement, comme pour évaluer si elle pouvait lui faire confiance. Finalement, sa voix sortit dans un murmure rauque. « J'ai vu ce qu'il a fait et maintenant il a besoin de me faire taire. » Avant qu'André ne puisse en demander davantage, des bruits de l'extérieur les firent tous deux se figer. Des pas, des voix masculines conversant à voix basse venaient en direction du hangar. La femme saisit le bras d'André avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi affaibli. « Ils sont revenus. Ils ont dit qu'ils reviendraient pour finir le travail. S'il vous plaît, ne me livrez pas. » André ne réfléchit pas. Il agit par pur instinct, la prit dans ses bras, ignorant son gémissement de douleur, et commença à se diriger vers la sortie. Mais il était déjà trop tard. 2 silhouettes bloquaient l'entrée. « Qui est là ?» grogna une voix grave. « Sortez tout de suite. »« Où ?» L'homme s'arrêta en voyant André émerger de l'obscurité avec la femme dans ses bras. La reconnaissance et l'alarme traversèrent son visage. « Baron André !» Le contremaître retira rapidement son chapeau, mais ses yeux restèrent durs. « Monsieur, celle-ci est la propriété du baron Guillaume, une fugitive dangereuse. Nous avons l'ordre de la ramener. » André regarda les 2 hommes. Tous 2 portaient des vêtements de contremaître, mais il y avait quelque chose de militaire dans leur posture. Ce n'étaient pas de simples surveillants, c'étaient des chasseurs d'hommes. « Vous avez envahi ma propriété, » dit André, efforçant l'autorité dans sa voix, « sans ma permission, et vous avez laissé cette femme ici pour mourir. » Le second homme, plus jeune, avec une laide cicatrice traversant son visage, fit un pas en avant. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le baron, elle n'est qu'une esclave. Propriété légale du baron Guillaume. La loi est de notre côté. »« La loi interdit aussi l'invasion de propriétés privées, » riposta André, « et la torture à mort, peu importe qui est la victime. » Les 2 hommes échangèrent des regards. Il y avait quelque chose de calculé dans cet échange, une communication silencieuse qui fit dresser les cheveux sur la nuque d'André. « Vous ne voulez pas vous mêler de ça, » dit le contremaître le plus âgé, lentement. « Le baron Guillaume est un homme puissant. Il a des amis importants, des juges, des politiciens, même des gens dans la garde nationale. Si vous interférez, vous allez créer des problèmes que vous ne pourrez pas résoudre. »« Alors, que les problèmes viennent, » dit André, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. « Cette femme est sous ma protection maintenant. Si le baron Guillaume a quelque chose à dire, il peut venir personnellement. » Le silence qui suivit était dense, dangereux. Le contremaître le plus jeune posa la main sur le manche du couteau à sa ceinture. André se tendit, se préparant à lâcher la femme et à se battre si nécessaire. Mais le contremaître le plus âgé retint le bras de son compagnon. « Non, ici, » murmura-t-il. Puis, plus fort pour André, « Vous regretterez ce choix, baron. Le baron Guillaume n'oublie pas et ne pardonne pas. Quand il viendra réclamer cette dette, il la réclamera avec des intérêts. » Ils reculèrent lentement, maintenant un contact visuel jusqu'à disparaître dans l'obscurité. André attendit d'être sûr qu'ils étaient partis avant de bouger. Dans ses bras, la femme tremblait violemment. « Vous n'auriez pas dû faire ça, » murmura-t-elle.
Vous ne savez pas ce que vous venez d'attirer sur votre tête. Dites-moi votre nom, demanda André en marchant rapidement vers la grande maison. Elle le regarda, et il y avait tant de douleur dans ses yeux qu'André sentit son cœur se serrer. Solange. Elle dit finalement, « Mon nom est Solange, et je viens de détruire votre vie. » André conduisit Solange par l'arrière de la grande maison, évitant les domestiques qui circulaient encore, préparant tout pour la nuit. Il ne pouvait pas risquer que quelqu'un la voie. Non, il faisait encore confiance à son personnel. Mais Guillaume avait raison sur une chose. Dans une société construite sur la surveillance et la délation, personne n'était vraiment en sécurité. Il l'installa dans une petite chambre à l'arrière, une pièce rarement utilisée. Il alluma quelques bougies et put enfin voir l'étendue complète des blessures. C'était pire que ce qu'il avait imaginé. Le dos de Solange était une carte de cicatrices anciennes et de blessures récentes, des marques de fouet, certaines encore ouvertes et suppurantes. Quelqu'un l'avait systématiquement battue avec le genre de cruauté méthodique qui cherche non seulement la douleur, mais la destruction. André alla chercher de l'eau propre, des linges et les remèdes qu'il gardait pour les urgences. Quand il revint, Solange était assise au bord du lit, raide comme une pierre, les yeux fixés sur la porte comme un animal acculé. « Je dois nettoyer ces blessures, » dit André doucement, s'approchant lentement. « Certaines sont infectées. Si nous ne nous en occupons pas, la fièvre pourrait vous tuer avant toute autre chose. » Solange ne répondit pas, mais ne recula pas non plus quand il commença à travailler. Elle serrait seulement les dents à chaque contact, même si André était aussi délicat que possible. Le silence entre eux était dense, chargé de questions non posées. Ce fut André qui finit par le rompre. « Vous avez dit que vous aviez vu quelque chose, que le baron Guillaume a besoin de vous faire taire. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, Solange, car au lever du soleil, il viendra ici et je dois être préparé. » Solange ferma les yeux et un instant, André pensa qu'elle ne répondrait pas. Puis, d'une voix si basse qu'il dut se pencher pour l'entendre, elle commença. « Je suis née au domaine Belle-Espérance. Ma mère est morte en donnant naissance à mon jeune frère quand j'avais 9 ans. Le baron Guillaume m'a placé pour travailler dans la grande maison. J'étais doué de mes mains, j'ai appris à coudre, à servir, à passer inaperçu. J'ai appris que l'invisibilité est la seule protection que les nôtres ont. » Elle marqua une pause, respirant profondément. « Il y a 6 ans, on m'a mariée à Thomas, le forgeron du domaine. Nous avons eu 2 filles. Rose avait 5 ans, Claire en avait 3. Elles étaient tout. » Le changement de temps verbal fit se nouer l'estomac d'André. « Il y a 3 ans, il y a eu une révolte, » continua Solange. Sa voix était maintenant mécanique, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Certains hommes ont essayé de s'enfuir, tuant un contremaître dans l'opération. Le baron Guillaume a décidé de faire un exemple. Il a enfermé 17 personnes dans une vieille baraque et a ordonné d'y mettre le feu. Hommes, femmes, enfants, peu importait. Il a regardé brûler depuis la véranda de la grande maison, buvant du cognac. André sentit la bile lui monter à la gorge. « Mon mari était dedans, » dit Solange, et maintenant les larmes coulaient librement sur son visage. « Mes filles étaient dedans. J'ai essayé d'entrer, mais on m'a retenu. On m'a forcé à regarder, à entendre les cris. » Sa voix se brisa complètement. Le silence qui suivit était du genre qui brise quelque chose à l'intérieur d'une personne. André avait entendu des histoires d'atrocités. Il savait intellectuellement les brutalités du système qui l'enrichissait. Mais être assis là, voyant la douleur crue sur le visage de quelqu'un qui avait tout perdu de cette manière, c'était différent. C'était réel d'une manière qui rendait ses convictions philosophiques pathétiques. « Je suis désolé, dit-il, et les mots sonnaient horriblement inadéquats. Solange s'essuya le visage du revers de la main. Après ça, je suis devenue dangereuse, pas pour lui, mais pour moi-même. J'ai essayé de me suicider 3 fois, il m'attachait, me surveillait. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. J'existais juste, je travaillais, je disparaissais en moi-même. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Demanda André. Pourquoi maintenant veut-il votre mort ?
Solange le regarda droit dans les yeux, et il y avait une intensité brûlante dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. Parce qu'il y a 5 nuits, je l'ai vu tuer à nouveau. Sauf que cette fois, ce n'était pas l'un des nôtres. C'était un homme blanc, un homme important. André se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. Dehors, la nuit était sombre, sans lune. « Racontez-moi tout. » « J'étais en train de servir du vin dans son bureau, » commença Solange. Le baron Guillaume était en réunion avec 2 hommes. L'un était le commandeur Eugène Lenoir, des terres de Saint-Augustin. L'autre, je ne l'avais jamais vu. Il portait des vêtements chers, parlait avec un accent de la cour de Paris. Il avait cette façon de ceux qui sont habitués à commander. Elle fit une pause, organisant ses souvenirs. Ils discutaient affaires. L'homme de la cour était furieux. Il disait qu'il avait trop risqué, que les navires avaient failli être interceptés par la marine britannique, qu'il avait besoin de plus d'argent ou il exposerait tout. Des navires? André se retourna brusquement. Du trafic? Solange acquiesça. Il continue d'amener des gens d'Afrique. Tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Le baron Guillaume a des connexions dans les ports. Il soudoie les fonctionnaires. Les navires arrivent la nuit sur les plages désertes, déchargent la cargaison humaine et au lever du soleil, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. André le savait, bien sûr. Le trafic transatlantique avait été interdit en 1850, mais la loi était une blague. Des planteurs désespérés de main-d'œuvre, des fonctionnaires corrompus, des autorités fermant les yeux. Le système entier était pourri. L'homme de la cour avait des documents. Continua Solange. Des noms, des dates, des valeurs, des preuves. Il a dit que s'il ne recevait pas 50 000 francs, il porterait tout au ministère de la Justice. Le baron Guillaume a essayé de négocier, mais l'homme était intransigeant. La discussion a dégénéré, les voix sont montées. Elle trembla, s'enlaçant. J'étais dans le coin, immobile, invisible. Cela fonctionnait toujours d'être invisible. Mais cette fois, le baron a pris une bouteille de cognac sur la table, lourde, en verre épais, et l'a frappée sur la tête de l'homme. « Mon Dieu !» murmura André. L'homme est tombé. Il y avait du sang partout. Le commandeur Eugène a essayé d'aider, mais c'était trop tard. L'homme a convulsé 1 fois, 2 fois, et a cessé de bouger. Il est mort, là. Sur le sol du bureau, pendant que je tenais un plateau d'argent et essayais de ne pas exister. Et puis, j'ai laissé tomber le plateau. Le bruit a semblé un coup de tonnerre dans ce silence. Tout le monde m'a regardé et le baron Guillaume a su. J'ai vu dans ses yeux, il savait que j'avais tout vu. Solange se leva, trop agitée pour rester immobile. Il a crié au contremaître de me prendre. J'ai couru. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste couru par la cuisine, par l'arrière, je suis entré dans les champs de canne. Ils m'ont poursuivi toute la nuit. Je ne connaissais pas ces terres, je ne savais pas où aller. Au lever du soleil, ils m'ont trouvé caché près d'un ruisseau. « Et le corps ?» demanda André, son esprit d'avocat travaillant. Malgré l'horreur, j'ai entendu le commandeur dire quelque chose à propos de la mangrove, comment la marée emporterait toute preuve. André passa la main dans ses cheveux, essayant de tout assimiler. Meurtre, trafic, corruption atteignant la cour. Et lui, naïf, avait cru qu'il sauvait simplement une femme en danger. Il était au milieu de quelque chose de bien plus grand et plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. « Pourquoi ne l'ont-ils pas tué immédiatement ?» demanda-t-il finalement. « Ils ne pouvaient pas prendre le risque, » dit Solange. Une esclave morte sur son domaine, juste après la disparition d'un invité, soulèverait des questions. Alors, ils ont décidé de me ramener ici, sur votre domaine, où personne ne me connaît. Ils allaient me tuer ici et laisser le corps là où il ne serait jamais trouvé. Le baron Guillaume aurait l'alibi parfait, et vous, sans le savoir, seriez complice. L'élégance sinistre du plan donna des frissons à André. Guillaume n'était pas seulement cruel, il était intelligent. « Combien de temps étiez-vous dans ce hangar ?»« Je ne sais pas, peut-être une journée entière. Ils m'ont laissé attaché, bâillonné. Ils ont dit qu'ils reviendraient après le crépuscule pour finir le travail. J'ai réussi à enlever le bâillon, mais les cordes... » Elle regarda ses poignets meurtris.
J'étais en train de suffoquer sous ce drap quand j'ai entendu vos pas. André s'approcha d'elle, la regardant dans les yeux. Solange, vous comprenez que le témoignage d'esclave n'a aucune valeur légale? Même si je veux dénoncer Guillaume, votre parole contre la sienne, cela ne vaut rien. Elle compléta amèrement. Je sais, j'ai toujours su, mais vous m'avez demandé ce qui a changé. Pourquoi je n'ai pas simplement abandonné? Je vais vous dire, parce que je n'ai plus rien à perdre. Mes filles sont mortes. Mon mari est mort. Tout ce que j'étais a été brûlé dans cet incendie. La seule chose qui me reste est de témoigner, de dire la vérité, même si personne n'écoute, parce que si je meurs en silence, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une dignité farouche qui transcendait sa condition. Ce n'était pas du désespoir, c'était un but. « Vous ne mourrez pas », s'entendit dire André, « et nous trouverons un moyen de faire entendre votre voix, je le promets. » Solange esquissa un sourire triste. « Vous êtes gentil, baron André, mais la gentillesse ne change pas le monde dans lequel nous vivons, et les promesses n'arrêtent pas des hommes comme Guillaume de Valois. Peut-être pas, concéda André, mais nous devons essayer. » Dehors, la première lueur de l'aube commençait à poindre à l'horizon. Dans quelques heures, Guillaume saurait que ses hommes avaient échoué, et alors il viendrait personnellement. André savait qu'il devrait être terrifié. Il devrait calculer comment se protéger, comment sortir de cette situation avec sa réputation et sa propriété intacte. Mais en regardant Solange, cette femme qui avait tout perdu et trouvait encore la force de se battre, il sentit quelque chose de différent. Il sentit de la colère. Colère contre un système qui transformait des êtres humains en propriété. Colère contre des hommes comme Guillaume, qui tuaient sans conséquence. Colère contre lui-même d'avoir profité de ce système si longtemps sans vraiment l'affronter. « Reposez-vous, dit-il finalement. Je vais monter la garde. » Et tandis que Solange cédait enfin à l'épuisement, André s'assit sur la chaise à côté de la porte, un pistolet sur les genoux, et attendit que le jour se lève. Le soleil était déjà haut quand André entendit les chevaux. Ce n'était pas le trot désinvolte de visiteurs, mais le galop dur et synchronisé d'un groupe en mission. Il était au bureau, où il avait passé la matinée à écrire des lettres urgentes à tous les contacts qu'il avait dans la capitale provinciale. Ils n'étaient pas nombreux, et aucun n'avait le pouvoir réel d'affronter Guillaume. Mais c'était tout ce qu'il pouvait faire. Tante Bénédicte, la seule personne à qui il avait confié le secret de Solange, entra en hâte. « Monsieur André, il y a des gens qui arrivent, beaucoup de monde, et le baron Guillaume est en tête. » André ferma les yeux un bref instant, rassemblant son courage. Puis il se leva, ajusta son gilet et se dirigea vers le porche. Il devait paraître calme, en contrôle, même si son cœur tambourinait dans sa poitrine. Dehors, la scène était intimidante. 15 cavaliers, tous armés, formaient un demi-cercle devant la maison. Ce n'étaient pas seulement des contremaîtres. André en reconnut certains comme des hommes de la garde nationale locale, d'autres comme des sbires connus pour les sales besognes. Guillaume avait amené une petite armée privée. Le baron Guillaume lui-même descendit de cheval avec des mouvements délibérés. C'était un homme corpulent d'une 50aine d'années, avec une barbe grise bien entretenue et de petits yeux calculateurs. Il portait un costume cher, complètement inapproprié pour la chaleur, mais la déclaration de statut était intentionnelle. Tout en lui criait puissance et impunité. « Baron André », dit Guillaume, sa voix portant facilement à travers la cour. « Bonjour, j'espère ne pas interrompre vos activités matinales. » « Baron Guillaume », répondit André, descendant les marches pour se retrouver au même niveau. Il ne lui donnerait pas la satisfaction de se cacher derrière la hauteur du porche. « C'est une escorte impressionnante. Attendez-vous une guerre ?» Guillaume sourit, mais il n'y avait pas d'humour dans cela, juste prenant des précautions. Ce sont des temps dangereux, après tout. Esclaves fugitifs, voleurs sur les routes. Un homme doit se protéger. « Je comprends, » dit André. « Et qu'est-ce qui vous amène exactement sur ma propriété avec tant de protection ?»
Allons-nous nous passer des civilités inutiles? Guillaume fit quelques pas en avant. Vous savez exactement pourquoi je suis ici. Mes hommes sont venus hier soir chercher ma propriété qui s'était enfuie. Vous les avez expulsés et maintenant, cette propriété est en votre possession. Si vous faites référence à Solange, dit André délibérément, utilisant son nom, la rendant humaine. Elle n'est pas une propriété, c'est une personne, et elle est sous ma protection. Un murmure parcourut les hommes montés. Guillaume leva une main, les faisant taire. « Votre protection », répéta-t-il comme s'il testait les mots. « C'est intéressant. Et en vertu de quelle autorité offrez-vous protection à une esclave légalement enregistrée en mon nom ?»« En vertu de l'autorité que ceci est ma terre, » répondit André, « et qu'elle est arrivée ici blessée, abandonnée, clairement victime de violences extrêmes. J'ai une obligation morale de la protéger. » « Morale ?» Guillaume rit. Un son désagréable. Toujours la morale avec vous, n'est-ce pas, André? Votre père était pareil, plein d'idéaux européens, de philosophie des Lumières. Et où cela l'a-t-il mené? Dans une tombe prématurée, voilà. La mention de son père fit serrer les poings à André, mais il se força à garder la voix calme. Laissez mon père en dehors de ça. Nous parlons d'une femme que vous avez tenté d'assassiner pour cacher vos crimes. L'air sembla se figer. Les hommes montés s'agitèrent, échangeant des regards. Guillaume resta complètement immobile un long moment, ses yeux fixés sur André avec une intensité prédatrice. « Crime !» dit finalement Guillaume très lentement. « Quel mot fort! On pourrait presque le considérer comme diffamatoire, venant d'un homme sans preuve. »« J'ai la témoin, » dit André. Guillaume fit un pas de plus, baissant la voix pour que seul André puisse l'entendre. « Vous avez une esclave traumatisée qui délire probablement de fièvre, dont les paroles n'ont aucune valeur légale devant aucun tribunal de cet empire, et vous le savez. »« Je sais aussi qu'un homme a disparu il y a 5 nuits, » répondit André, tout aussi bas. « Un homme de la cour. Quelqu'un doit le chercher, et quand ils commenceront à poser des questions, Guillaume l'interrompit. « Ils iront parler à qui? À moi, un baron respecté avec des connexions jusqu'à la cour impériale à Paris, ou à vous, un jeune idéaliste connu pour ses dangereuses sympathies abolitionnistes? Qui pensez-vous aura de la crédibilité ?» André déglutit. Guillaume avait raison et tous deux le savaient. « Mais nous n'avons pas besoin d'être ennemis, » continua Guillaume, sa voix s'adoucissant artificiellement. « Vous êtes jeune, vous avez commis une erreur de jugement. Cela peut être corrigé. Rendez-moi ma propriété. Et nous oublions que cela s'est produit. Vous conservez votre domaine, votre réputation, votre vie confortable. Refusez. » Et il laissa la menace planer dans l'air. André regarda les hommes armés, Guillaume avec son sourire confiant, le pouvoir brut qui s'alignait contre lui. Il serait si facile de céder, de livrer Solange et de retourner à sa vie. Continuer d'être le gentil baron qui traitait ses esclaves un peu mieux que les autres, qui se consolait de sa moralité superficielle, tandis que le système continuait de broyer des vies. Mais alors il pensa à Solange. À Rose et Claire, 2 enfants brûlés vives comme le sont. À Thomas, à toutes les personnes enfermées dans cette baraque. Et il sut qu'il y avait des lignes qui, une fois franchies, changeaient une personne pour toujours. « Non, » dit André, assez fort pour que tous entendent. « Solange reste, et si vous essayez de la prendre de force, il y aura des conséquences. » Guillaume recula comme s'il avait été giflé. Un instant, une surprise sincère traversa son visage. Puis vint la colère froide et calculatrice. « Conséquences, répéta-t-il. Vous me menacez? Moi? Je ne menace pas, dit André. Je déclare un fait. J'ai déjà envoyé des lettres à Bordeaux, à des avocats, à des membres de la société abolitionniste, détaillant tout ce que Solange a témoigné. S'il m'arrive quelque chose à moi ou à elle, ces informations deviendront publiques. » C'était un bluff partiel. Les lettres avaient été envoyées, mais André n'était pas sûr qu'elles produiraient l'impact qu'il insinuait. Mais il devait paraître confiant.
Guillaume étudia son visage, cherchant des signes de mensonge. Puis, étonnamment, il recula. « Très bien, » dit Guillaume à voix haute, se tournant vers ses hommes. « Il semble que le jeune baron ait décidé de choisir la voie difficile. Nous respecterons sa décision, pour l'instant. » Il remonta son cheval avec des mouvements fluides. « Mais laissez-moi être clair, André. Vous venez de vous faire l'ennemi d'hommes très puissants. Votre domaine, votre réputation, votre sécurité, tout est maintenant en jeu. Et pourquoi? Pour une esclave, pour une femme qui ne peut rien vous donner en retour que des problèmes. Elle peut me donner quelque chose que vous ne pourrez jamais avoir, répondit André. La chance de me regarder dans le miroir et de ne pas ressentir de honte. Guillaume eut un rire sincère, mais sans joie. Que noble, que pathétique. Vous vous croyez un héros, André, sauveur d'esclaves. Laissez-moi vous dire une vérité. Il n'y a pas de héros dans les colonies, seulement des gens qui essaient de survivre dans un système plus grand que nous tous. Et vous venez de vous placer du mauvais côté de l'histoire. L'histoire jugera quel côté est le mauvais, dit André. L'histoire est écrite par les vainqueurs, rétorqua Guillaume. Et vous, mon cher baron idéaliste, venez de garantir que vous ne ferez pas partie d'eux. D'un mouvement brusque, Guillaume éperonna son cheval. Les autres le suivirent, 15 cavaliers soulevant de la poussière en partant. Mais André remarqua que 3 d'entre eux restaient en arrière, se positionnant aux limites de sa propriété. Des sentinelles. Guillaume n'allait pas partir, il allait juste changer de tactique. André resta là jusqu'à ne plus voir l'escorte. Alors, ses jambes faillirent céder, toute la peur qu'il avait gardée sous contrôle remontant à la surface d'un coup. Il se retint à la rampe du porche, respirant profondément. Tante Bénédicte sortit de la maison. « Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit-elle doucement. « Vraiment ?» demanda André, et sa voix trembla. « Ou ai-je juste signé notre arrêt de mort ?»« Parfois, » dit tante Bénédicte, posant une main calleuse sur son épaule, « faire ce qu'il faut et faire ce qui est sûr sont 2 choses différentes. Vous avez choisi ce qu'il fallait. Maintenant, nous devons vivre avec les conséquences. » André monta jusqu'à la chambre où se trouvait Solange. Elle était éveillée, assise sur le lit, le visage pâle. Elle avait tout entendu. « Vous êtes fou, dit-elle. » Mais il y avait des larmes dans ses yeux. Complètement fou. « Probablement, concéda André. Mais maintenant, nous sommes dans le même bateau. Et nous avons besoin d'un meilleur plan que de simplement attendre que Guillaume attaque. » Solange s'essuya les yeux. « Y a-t-il un plan qui puisse fonctionner contre un homme comme lui ? Il doit y en avoir un. » dit André avec plus de conviction qu'il n'en ressentait, parce qu'abandonner n'est pas une option. Les 3 jours suivants furent d'une tension suffocante. Les hommes de Guillaume restèrent aux limites de la propriété, toujours visibles, toujours en surveillance. La nuit, André entendait des chevaux circuler, testant les défenses, lui rappelant qu'il était encerclé. Il dormait peu, toujours avec une arme à portée de main, attendant toujours l'attaque qu'il savait inévitable. Mais Guillaume était plus intelligent que cela. Il ne viendrait pas avec une violence ouverte. Il viendrait par les marges, rongeant tout jusqu'à ce qu'André n'ait plus d'autre choix que de céder. Le 2e jour, 3 familles de travailleurs libres qui vivaient sur les terres d'André se présentèrent pour demander à partir. Ils avaient peur, disaient-ils. Des rumeurs couraient dans la région selon lesquelles le domaine Sainte-Hélène était marqué, que du sang serait versé. Ils ne voulaient pas être là quand cela arriverait. Le 3e jour, le curé de la paroisse, qu'André espérait comme allié, envoya une lettre polie mais ferme, déclinant toute implication. « Les affaires entre barons ne sont pas du ressort de l'Église », disait la lettre. André savait lire entre les lignes. Guillaume était arrivé le premier avec des menaces ou des pots de vin, ou les deux. Même certains des esclaves du domaine commencèrent à agir différemment, pas ouvertement hostiles, mais distants, prudents. Ils savaient que lorsque des hommes puissants se battaient, c'étaient les subalternes qui saignaient. André était dans la bibliothèque quand tante Bénédicte entra avec un visiteur inattendu.
C'était Michel, un homme libre, de couleur, qui travaillait comme messager entre les domaines de la région. Il apportait des nouvelles. « Monsieur le baron », dit Michel, retirant nerveusement son chapeau. « Je suis venu, car vous avez toujours été juste avec moi. J'ai pensé que vous deviez savoir. Le baron Guillaume répand des histoires sur vous dans toute la province. »« Quel genre d'histoire ?» demanda André, bien qu'il s'en doutât déjà. « Il dit que vous cachez des criminels, que vous incitez à la rébellion parmi les esclaves, que vous avez des idées révolutionnaires dangereuses. Il a déjà réussi à faire signer une pétition à 3 autres propriétaires terriens, demandant aux autorités de vous enquêter. » André sentit l'étau se resserrer. Guillaume n'avait pas besoin de violence. Il détruisait systématiquement sa réputation, l'isolant, le transformant en paria social. Dans une société basée sur les connexions et les faveurs, c'était une condamnation à mort économique. « Il y a plus, » hésita Michel. « Hier soir, à la taverne de Saint-Augustin, j'ai entendu le commandeur Eugène discuter avec le capitaine de la garde. Il parlait d'un accident qui pourrait arriver, un incendie peut-être. Personne ne serait coupable, juste de la malchance. » Le sang d'André se glaça. Un incendie comme celui qui avait tué la famille de Solange. Michel acquiesça gravement. « Exactement comme celui-là, monsieur. Et tout le monde saurait qui a ordonné, mais personne ne pourrait rien prouver. » Après le départ de Michel, André monta à la chambre de Solange. Ces derniers jours, ses blessures avaient commencé à guérir, mais la mélancolie dans ses yeux ne faisait que s'approfondir. Elle savait ce qu'il en coûtait à André de la protéger. « Nous devons parler, » dit André, s'asseyant sur sa chaise habituelle. « Je sais, » répondit Solange. « Vous allez me livrer, c'est bon. Je comprends. »« Non, » dit André fermement. « Je ne vous livrerai pas, mais nous ne pouvons pas rester ici. Guillaume va brûler cette maison avec nous tous dedans si nécessaire. Nous avons besoin d'une autre solution. »« Quelle solution ?» demanda Solange, sans espoir dans la voix. « Où pourrions-nous aller où il ne nous trouverait pas ?» André respira profondément. Il y avait pensé pendant 3 nuits, tourné l'idée sous tous les angles. C'était risqué, peut-être impossible, mais c'était tout ce qu'ils avaient. « Bordeaux, » dit-il, « la capitale. Là-bas, il y a de vrais abolitionnistes, des avocats qui se battent pour ces causes. La presse qui n'est pas dans la poche de Guillaume. Si nous parvenons à y arriver, nous pourrons rendre votre histoire publique d'une manière qu'il ne pourra pas faire taire. » « Et comment y arriverions-nous » demanda Solange. « C'est 3 jours de voyage. Il a des hommes sur toutes les routes. »« Nous n'irons pas par les routes, » dit André. « Il y a d'anciens chemins à travers les mangroves, des sentiers que les marrons utilisent. Je connais un guide qui peut nous y emmener. Ce sera dangereux, mais c'est notre seule chance. » Solange l'étudia longuement. « Pourquoi faites-vous cela ? Vraiment ? Ne me donnez pas de discours sur la moralité ou la justice, parce que vous risquez tout pour moi. » André n'avait pas de réponse simple, parce que j'ai passé ma vie entière à me dire que j'étais différent des autres barons, que je traitais mieux les gens, que j'avais des principes, mais au final, je profitais encore du même système de souffrance. Je fermais encore les yeux sur ce qui était commode d'ignorer. Vous m'avez forcé à regarder, et maintenant je ne peux plus détourner le regard. « Alors je suis votre conscience, » dit Solange, et il y avait quelque chose d'amer dans sa voix, votre chance de rédemption. « Non, » dit André, « vous êtes une personne qui mérite de vivre, qui mérite la justice. Cela devrait être le plus élémentaire, mais dans ce pays tordu, c'est apparemment révolutionnaire. » Cette nuit-là, André réunit un petit groupe de personnes en qui il avait absolument confiance. Tante Bénédicte, 2 travailleurs libres qui avaient été loyaux pendant des années, et Michel, un homme qui connaissait les chemins secrets à travers les mangroves comme personne. « Nous partirons avant l'aube, » instruisit André. « Nous devons être loin avant qu'ils ne s'en aperçoivent. Tante Bénédicte, vous resterez ici pour maintenir la maison en fonctionnement normal. Si quelqu'un me cherche, dites que je suis indisposé. »« Et quand ils découvriront que vous vous êtes enfui ?» demanda-t-elle. « Quand ils le découvriront, nous serons déjà trop loin pour être rattrapés. J'espère. »
La nuit passa lentement. Chaque heure semblant durer une éternité. André vérifia les provisions, prépara les chevaux, écrivit des lettres finales au cas où il ne survivrait pas. C'était réel maintenant. Il n'y avait plus de retour en arrière. Peu avant l'aube, alors que le ciel n'était encore qu'une pâle promesse à l'horizon, ils partirent. André, Solange, Michel et les 2 travailleurs se mouvant comme des fantômes à travers l'obscurité. Les premiers rayons de soleil les trouvèrent déjà dans les mangroves, suivant des sentiers étroits qui ressemblaient non plus à des suggestions qu'à de véritables chemins. L'eau boueuse atteignait les genoux des chevaux. L'odeur de sel et de décomposition était oppressante, mais ils étaient hors de portée immédiate de Guillaume. Ce fut à midi qu'ils entendirent les premiers chevaux derrière eux, distants, mais reconnaissables. Guillaume avait découvert leur fuite et envoyé des poursuivants. « Nous devons aller plus vite », dit Michel. Mais dans les mangroves, il y avait une limite de vitesse. Forcer trop et les chevaux se blesseraient, les laissant bloqués. Pendant 2 jours, ils jouèrent à ce jeu mortel du chat et de la souris. Les poursuivants gagnaient du terrain, puis le perdaient dans les méandres traîtres des mangroves. La nuit, ils campaient sans feu, mangeant froid, dormant peu. Au matin du 3e jour, Bordeaux apparut enfin à l'horizon, la grande ville, chaotique, où ils pourraient se perdre dans les foules. Mais quand ils entrèrent dans la périphérie, l'un des travailleurs, Jean, alla vérifier si le chemin était libre. Il revint pâle. « Il y a des hommes du baron Guillaume à l'entrée principale, » dit-il. « Au moins 6 arrêtent tous ceux qui entrent. » André sentit le désespoir l'étreindre. « Si près ? Ils étaient si près ? L'autre entrée ? » demanda Solange. Michel réfléchit. « Le port, il y a toujours de la confusion là-bas. Difficile de contrôler tout le monde, mais c'est risqué. »« Tout est risqué maintenant, » dit André. « Allons par le port. » Le port de Bordeaux était un chaos pur, des navires déchargeant, des marchands criant, des esclaves portant des fardeaux impossibles, des marins ivres titubants. André et son groupe se mêlèrent à la foule, la tête baissée. Ils étaient presque arrivés quand quelqu'un cria « Regardez, c'est lui, c'est le baron André !» 2 des hommes de Guillaume les avaient vus. La poursuite commença au milieu de la foule, les gens criant et s'écartant. André tira Solange par la main, courant entre les barils et les ballots, le cœur explosant dans sa poitrine. Une ruelle étroite. Ils s'y jetèrent, les poursuivants juste derrière. Et puis, alors qu'il semblait que ce serait la fin, une porte s'ouvrit. « Ici, vite !» ordonna une voix féminine. Sans réfléchir, ils entrèrent. La porte se referma à clé. De l'autre côté, ils entendirent les hommes de Guillaume passer en courant, confus. La femme qui les avait sauvés était âgée, noire, avec des yeux perçants. « Je sais qui vous êtes, » dit-elle. « Les nouvelles voyagent vite. Venez, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Elle les conduisit à travers un labyrinthe de ruelles jusqu'à une maison discrète. « Ici, vous êtes en sécurité pour l'instant. »« Qui êtes-vous, madame ?» demanda André encore haletant. « Quelqu'un qui a déjà beaucoup perdu à cause d'hommes comme Guillaume de Valois, » répondit-elle. « Maintenant, reposez-vous. Demain, je vous conduirai là où vous devez aller. » Et c'est ainsi que 24 heures plus tard, André et Solange se retrouvèrent dans le bureau de maître Louis Dubois, l'avocat abolitionniste le plus redouté par les propriétaires d'esclaves de toute la province. Dubois écouta l'histoire de Solange en silence, prenant des notes. Quand elle eut fini, il se pencha en arrière dans sa chaise. « Ce ne sera pas facile, » dit-il honnêtement. « Votre témoignage n'a toujours pas de valeur légale, mais le meurtre d'un homme blanc, cela peut avoir des conséquences. Surtout si nous parvenons à prouver que le commandeur Eugène était complice. Il pourrait être poussé à témoigner contre Guillaume pour sauver sa propre peau. »« Alors, il y a de l'espoir » demanda André. « Il y a une chance » corrigea Dubois. « Petite, mais réelle. J'aurai besoin de temps pour monter un dossier et vous aurez besoin d'une cachette sûre. » Pendant ce temps, dans les mois qui suivirent, la bataille se déroula non pas avec des armes, mais avec des mots. Dubois monta méticuleusement son dossier, trouvant de petites incohérences dans les récits de Guillaume, faisant pression sur des témoins marginaux.
utilisant la presse abolitionniste pour créer un scandale public. Le commandeur Eugène, réalisant qu'il pourrait tomber avec Guillaume, conclut un accord. Il témoignerait contre le baron en échange d'une immunité. Sa parole, en tant qu'homme blanc de position, avait un poids légal que celle de Solange n'aurait jamais. Le procès fut une sensation. Guillaume engagea les meilleurs avocats, mobilisa toutes ses connexions, mais l'histoire avait déjà trop filtré, la presse était en délire. Même des membres de la cour à Paris commencèrent à poser des questions. Au final, Guillaume de Valois ne fut pas condamné pour meurtre. Les preuves physiques manquaient et le corps ne fut jamais retrouvé, mais il fut condamné pour trafic illégal d'esclaves basé sur les documents que l'homme mort avait apportés et qui furent trouvés sur sa propriété lors d'une perquisition. La sentence fut étonnamment sévère, avec confiscation de la moitié de ses terres, une lourde amende et interdiction d'acheter de nouveaux esclaves. Ce n'était pas une justice complète, mais c'était quelque chose. C'était une fissure dans le mur de l'impunité. Quant à Solange, dans un développement sans précédent, un juge progressiste déclara que, étant donné qu'elle avait été abandonnée pour mourir et que son ancien propriétaire était maintenant condamné pénalement, elle serait considérée libre. C'était un argument légal fragile, mais soutenu par l'attention publique sur l'affaire. 1 an plus tard, André était sur le porche d'une modeste maison à Bordeaux. Il avait perdu une grande partie de ses terres. Beaucoup de ses anciens amis l'évitaient. Sa position sociale était détruite, mais il était vivant et il était libre d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. Solange sortit de la maison, portant des papiers. Ces derniers mois, elle avait appris à lire et à écrire. Elle travaillait maintenant avec Maître Dubois, documentant les histoires d'autres esclaves. Rose et Claire auraient eu 7 et 5 ans maintenant, dit-elle doucement, regardant le coucher de soleil. Je pense à elles tous les jours. Je sais, dit André, mais je pense aussi que ce que nous avons fait, en exposant Guillaume, a peut-être sauvé d'autres enfants, d'autres familles. Cela ne me ramènera pas les miennes, dit Solange, mais cela signifie quelque chose. André sentit, cela signifie tout. Le soleil plongea à l'horizon, teignant le ciel de rouge et d'or. Quelque part, la colonie continuait d'être un pays construit sur l'injustice. Mais cette nuit-là, 2 personnes qui avaient tout risqué pour la vérité pouvaient se regarder et savoir. Elles avaient fait une différence, petite, imparfaite, mais réelle. Et parfois dans un monde brisé, cela devait être suffisant. Cette histoire nous enseigne que le vrai courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans le choix conscient de faire ce qui est juste, même quand tout est contre vous. Le baron André n'était pas un héros parfait. C'était un homme ordinaire qui, confronté à une injustice insupportable, décida qu'il ne pouvait plus vivre en connivence avec le mal. Solange nous montre que même quand tout nous a été enlevé, notre voix, notre vérité a encore du pouvoir. L'histoire révèle aussi une dure vérité. Une justice complète n'est pas toujours possible, surtout dans des systèmes profondément injustes. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas nous battre. Chaque petite victoire, chaque fissure dans le mur de l'oppression, pave le chemin vers des changements plus importants. Parfois, faire la différence ne consiste pas à transformer le monde entier d'un coup, mais à choisir de ne pas être complice, à protéger une vie quand tout le monde vous dit d'abandonner, à témoigner de la vérité même quand elle n'a pas de valeur légale. Et ce choix, aussi minime qu'il puisse paraître, résonne à travers le temps de manière que nous ne pouvons jamais prévoir. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre « j'aime », c'est très important pour moi. Et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je les lis tous. Une autre vidéo apparaît ici sur votre écran. Cliquez dessus. On se voit de l'autre côté.